Maintenant que nous avons vu la partie théorique, nous sommes prêts à aborder la technique en elle-même. Un bon fer polyvalent est un modèle 30 watts, forme crayon, à panne interchangeable. Nous utiliserons d'abord la panne la plus large qui sera mise en place et bien serrée. Pendant que la panne chauffe, il convient de maintenir de la soudure à flux incorporée à son contact jusqu'à ce qu'elle soit bien étamée. Quand on ne l'utilise pas, le fer réétamé doit rester dans son repose-fer. Nous allons vous montrer tout d'abord comment souder des fils à des picots. Comme ces fils sont isolés, il faut bien entendu les dénuder et les étamer. Le dénudage peut se faire avec des outils très différents. D'abord le dénudeur mécanique. Ces outils doivent être soigneusement réglés en ce qui concerne la profondeur de coupe pour ne pas blesser le conducteur et obtenir une coupe franche. Ce type de dénudeur ne devrait pas être utilisé. Les lames en V ne peuvent pas s'adapter à la section ronde des fils et abîment souvent le conducteur. Un couteau est tout aussi inadapté. On est pratiquement certain de marquer le fil. Un outil plus souple d'emploi et beaucoup plus sûr est le dénudeur à chaud qui utilise deux lames chauffantes qui fondent ou ramollissent l'isolant plutôt qu'ils ne le coupent. Les lames ne sont pas affûtées. Ces outils dénudent aussi bien le téflon que le PVC. En pratique, on positionne la butée pour la longueur désirée, puis on alimente l'outil. On règle la température en fonction du type d'isolant, température haute pour le téflon, plus basse pour le PVC. La mise en chauffe est contrôlée par une pédale. Quand on appuie sur la pédale, la chauffe des pannes est immédiate et elles refroidissent très rapidement quand on coupe le contact, ce qui permet un contrôle précis du temps de chauffe et de la température. Le fil est placé dans l'outil et maintenu légèrement. La chauffe est déclenchée et provoque le ramollissement de l'isolant. On tourne l'outil ou le fil à mesure que les lames pénètrent. L'avantage du dénudeur thermique est qu'il réduit notablement les risques d'abîmer les conducteurs et qu'il est utilisable sur presque tous les types d'isolants. On peut l'utiliser sur la plupart des types de câbles, y compris les câbles blindés. Pour revenir au fer à souder, on doit le nettoyer avant usage sur une brosse métallique qui doit être en inox pour éviter la contamination. Pour des pannes peu oxydées, un essuyage sur une éponge très mouillée suffit. Le coup d'éponge est indispensable après un nettoyage à la brosse. La brosse élimine les oxydes et le flux brûlé qui se sont déposés sur la panne. Il reste malgré tout une fine couche d'oxyde que l'éponge va enlever, laissant une panne propre et brillante. Notre prochaine étape est l'étamage des fils. Il existe une technique simple pour le réaliser. Regardez comment l'opérateur déplace le fil sur la panne. D'abord vers l'isolant, puis en s'en éloignant. Quand on procède ainsi, on n'introduit pas de soudure sous l'isolant. Rappelez-vous qu'il faut toujours laisser un espace entre l'étamage et l'isolant. Formons maintenant une boucle avec une paire de pinces à bec rond. La boucle est formée. On en coupe l'extrémité. On la place en position. La longueur de la boucle peut varier. Cela dépend des spécifications de qualité du travail à réaliser. On peut faire des boucles à 180 degrés que l'on peut enlever facilement, mais on rencontre aussi des boucles à 360 degrés. Nous recommandons des boucles à 270 degrés qui assurent une bonne connexion mécanique avant soudure. Si on ne doit installer qu'un seul fil, il faut le placer dans la section inférieure du picot, contre la base. En procédant ainsi, s'il existe des contraintes mécaniques, elles sont transmises à la carte, pas au picot. Si l'on doit connecter deux fils, on les installe dans le même sens, avec leurs isolants en contact et l'un par-dessus l'autre. Notez l'espace que l'on a laissé entre l'isolant et le picot. Cet espace est nécessaire pour éviter que l'isolant ne fonde pendant la soudure. Regardons maintenant l'opération de soudure en elle-même. Nous allons voir qu'elle se fait en 4 étapes différentes. Regardons à nouveau cette opération en arrêtant l'image sur chaque étape. Première étape, on place le fer sur le point où la masse thermique est maximale.
Deuxième étape, on place un peu de soudure pour améliorer le contact thermique entre la panne et la pièce à souder. Troisième étape, on applique la soudure sur le côté opposé au fer. On applique la soudure comme si l'on peignait. On enlève la soudure avant le fer. Quatrième étape, on enlève le fer par un mouvement glissant. Regardons à nouveau l'action, sans interruption. On a déposé juste ce qu'il faut de soudure. Comment savoir qu'on a mis la bonne quantité de soudure? Que demandons-nous à une soudure de qualité? Éliminons d'abord tous les résidus de flux pour pouvoir examiner notre travail. Voici à quoi ressemble un bon joint soudé. Il est brillant, lisse et la soudure s'est bien étalée, signe d'un bon mouillage des éléments à souder. Le raccordement entre la soudure et les pièces soudées s'appelle congé de soudure. Ce congé doit toujours être légèrement concave et l'angle entre la soudure et les pièces assemblées doit être faible. Cette soudure est inacceptable car on a déposé trop peu d'alliage. Son aspect général est bon, mais le manque de soudure la rend fragile mécaniquement. Un excès de soudure rend également un joint inacceptable. Ici, le dépôt est convexe, l'angle de raccordement de la soudure et des pièces est trop grand. On ne distingue plus le fil caché dans la mâte soudure. Une soudure doit pouvoir être inspectée par le contrôle qualité. C'est une règle absolue. Cela veut dire que quand une soudure est terminée, on doit pouvoir discerner les contours des pièces soudées et ici, par exemple, chaque brin dont est composé le fil. Cette soudure a été faite dans cet esprit, elle est inspectable. Celle-ci, par contre, est ininspectable, on a déposé trop de soudure, la forme des éléments ne peut plus être discernée, il est impossible de déterminer si la soudure est bonne ou non.